Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je salue les gens qui sont en ligne et qui nous regardent de la maison. Alors, en direct ou en ligne, en direct ou en reprise, je veux dire plutôt. Alors, si vous nous regardez en direct, vous savez que vous pouvez poser des questions en levant virtuellement la main et mon collègue Hugo vous donnera de la parole. Nous entendrons dans la salle vos questions et je tenterai d'y répondre autant que faire se peut. Je me dis qu'en grand groupe, on en sait plus qu'individuellement. Alors, je m'assure d'avoir un bon filet de sécurité devant moi pour répondre à vos questions. Sinon, je souhaite la bienvenue à vous tous. Un soir de match. Vous êtes courageux d'être ici. Alors, merci d'être là. Alors, chez nous à la maison, là, il y a notre sculpture de Régent Houle qui regarde la télé pour nous assurer de respecter le rituel. Ma conjointe collectionne des sculptures d'art populaire. On a un Régent Houle. Alors, on le met devant la télé, c'est notre rituel, puis on allume le lampion. Hein? C'est ça, là. Hein? Alors, je suis censé avoir des nouvelles. Quand mon frère va arriver, là, il est là pour s'assurer de me dire ça sera combien les points, puis ça, je vous le dirai en cours de route, si je le sais. Alors, c'est notre dernier mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles de la saison 2025-2026. Il a fallu que je me concentre. Les dates récentes, je suis moins bon. Je suis bon dans les vieilles dates. Alors, donc, le 7e de notre saison. Merci d'être là. Ce soir, c'est une conférence un peu plus technique sur un outil qui existe aux Archives nationales du Québec et que je vais vous montrer qu'il existe. Et peut-être qu'en partant d'ici ce soir, vous serez nombreux et nombreuses à aller envahir le site de BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, pour trouver des informations sur des personnes, sur des lieux, sur des choses qui vous intéressent ou vous concernent. Et j'aurai accompli ma mission de vous amener à comprendre et connaître davantage votre histoire locale. Alors, je me présente, je m'appelle Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont ici pour la première fois. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux. Alors, ceux qui sont déjà venus, je vous redis bonsoir. Merci d'être là. Et je souligne la présence de collègues du conseil d'administration qui sont là. À l'entrée, il y avait Francine Trudel, notre secrétaire. Merci, Francine. On a Lucie, notre trésorière. Ouais, j'ai fait l'inverse. Ici à l'avant. Michel également qui est ici. On a Hugo à la technique. Juché. Oui, c'est ça. On a Denis Paul, notre vice-président à l'arrière. Et on a Bernard Poirier ici au centre en avant, dit l'informateur principal de la Société d'histoire. Le rayonnant Bernard. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Je vais essayer de vous faire passer une belle soirée. Sinon, avant d'aller plus loin, un autre informateur ici, André Roy, spécialiste notamment des vieilles voitures. Vous avez pu voir la situation en arrivant tout à l'heure. Eh bien, il me demande de vous mentionner qu'il a un guide ici des activités automobiles 2026. Alors, si vous êtes intéressé à des expositions, à des voitures anciennes là, dans des salons puis tout ça, ben, vous irez le voir, puis il y a des guides comme ça. Vous avez des guides comme ça pour les gens qui sont intéressés à en obtenir un. C'est 10 $. Je pense qu'on oserait même ajouter que c'est en spécial 2 pour 20. Spécialement pour vous ce soir. Et si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Alors, bienvenue à ma conférence, les archives des compagnies de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles via les outils de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. J'explique. Alors, il y a de nombreuses bases de données en généalogie. On les appelle comme ça, même si on peut faire plus que de la généalogie avec ces bases de données-là. Alors, plusieurs bases de données sont accessibles gratuitement sur le site de BANQ. Alors, j'en ai compté 106. 106 bases de données. Et je pense que ce soir, c'est la 3e que je vous présente sur 106. Fait qu'il nous en resterait 103. Si tu comptes bien, à coût de 7 par année, on en a encore pour au moins 10-15 ans. Là. OK, je te dis ça. Alors, 106 bases de données qui sont accessibles et qui permettent de trouver une multitude d'informations. Souvent, les informations sont colligées dans une base de données et ensuite, ça devient possible de commander le document qui a servi à construire la base de données.
Donc, la base de données, vous allez voir tout à l'heure, nous fournit des informations qui ont été synthétisées par quelqu'un à la lecture de documents. Et ensuite, on peut faire venir le document, aller le consulter aux Archives nationales et obtenir toute l'information que l'on souhaite obtenir. Alors, ces bases sont mises à jour et on en ajoute régulièrement. Alors, je vous dis aujourd'hui qu'il y en a 106. Eh bien, il y en aura peut-être 120 dans un an. Là. Qui sait, là, ça évolue. Et vous allez voir tout à l'heure, à l'aide d'exemple, qu'on indique toujours la date d'ajout de chacune des bases de données ainsi que leur mise à jour. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Je ne répéterai pas. Alors, quand on tape dans ta machine, tu peux pianoter sur Google, là, tu peux te pianoter. Base de données, BANQ, généalogie, et tu arrives sur un site qui te donne ça. Base de données généalogique, hein, le premier ici en haut. Puis, dans le bas de cette page-là, tu as un grand carré mauve là, sur lequel c'est écrit « Accéder aux bases de données ». Alors, pour accéder aux bases de données, tu cliques et tu accèdes aux bases de données. Vous me suivez? On peut récapituler si vous voulez. Alors, tu arrives sur... ici, j'ai fait une capture d'écran d'une partie des bases de données que l'on retrouve sur BANQ. Hein. BANQ, c'est Bibliothèque Archives nationales du Québec. C'est public, c'est gratuit. C'est nous, hein, à travers nos taxes et nos impôts, qui contribuons à rendre ça gratuit et accessible. On est parmi les États qui ont les meilleures archives et qui les rendent le plus accessible au grand public. On est vraiment privilégié comme société. Alors, on est distinct de bien des manières, sachons-le. Alors, c'est un exemple des bases de données qu'on retrouve. Là, j'ai fait une capture d'écran vite, là, des 106. Là. Par exemple, en haut, là, il y a des cahiers de scrutin et de listes électorales de la région de Québec et de l'Est du Québec de 1814 à 1841, ajoutés en mai 2019. Le registre d'inhumation du cimetière Mont-Hermont de 1848 à 1950, mise à jour en 2023. Des compagnies de téléphone présentes au Québec entre 1917 et 1994. Déclaration et dissolution de société, District de Québec 1849-1947. C'est la nôtre ce soir. C'est la nôtre. Alors, etc. Inventaire des conventions collectives. Inventaire des dossiers de compagnies dissoutes à charte québécoise entre 1902 et 1985. Inventaire des permis accordés aux compagnies étrangères pour faire affaire au Québec entre 1905 et 1960. Bon, ça continue comme ça. Éternellement, il y en a 106. Ça, c'était la section compagnie. Il y a la section coroner. On a déjà donné dans le coroner ensemble. Là. On est déjà allé dans le coroner, on s'en souvient. Hein? Puis je n'ai commandé un coroner l'autre fois aussi. Là, c'était, comment il s'appelait? Il s'appelait James Rowley. Ah, tu connais ça, Autobus Rowley? Tu connais ça? Bon, James Rowley, il a fait un arbre sur la tête en allant. C'est ça qui est arrivé. Moi, je l'ai lu. Là, il coupait un arbre, l'arbre a swingé, puis il s'est fait écraser la tête entre un arbre et une roche, ça a mal été. C'est ça, là. Le coroner est intervenu, c'est ça. Alors, c'est des exemples. Écoutez, on n'en a pas assez d'une vie entière pour tout lire ce qui est disponible sur le site des Archives nationales à travers les bases de données. Voilà. Alors, on a ici l'accueil de la base de données en particulier que j'ai ciblée pour ce soir, c'est-à-dire les déclarations et dissolutions de sociétés des raisons sociales dans le district de Québec de 1849 à 1947. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que c'était dans la région de Québec, bien sûr, puis parce que ça permettait de trouver des informations sur des compagnies, mais également sur des organismes qui ont existé dans la région de Québec jusqu'en 1947. Il y en a eu après, là, mais ils ont fait le travail jusqu'en 1947. Puis, ben, tu sais, des fois, là, on en connaît des compagnies ou des organismes qui ont existé, et des fois, on tombe sur des organismes ou des compagnies qu'on ne savait pas qu'ils avaient existé. Et là, on peut avoir des informations surprenantes sur des personnes qui ont été actifs à l'intérieur de certains organismes. Là, on va dire ça comme ça. Je vais d'ailleurs avoir des questions à vous poser tout à l'heure. J'espère que vous allez avoir des réponses pour moi. Alors,
Il y a quelques champs pour filtrer l'information, pour poser des questions à la base de données. Donc, si on cherche l'information par un nom et un prénom, dans une année, un nom d'entreprise, une action comme une dissolution de compagnie ou quelque chose comme ça. Puis la source, ben, c'est taper la source exacte là, pour retrouver l'information là, avec une cote classée aux Archives nationales du Québec. Évidemment, je trouvais que cette base de données-là ne nous permettait pas de chercher très finement. Alors, par exemple, je trouvais ça dommage de ne pas être en mesure de chercher par nom de lieu. D'accord? Et Dieu sait que nous autres, à la Haute-Saint-Charles, le nom de lieu, c'est compliqué. Hein? T'habites où, toi? Tu sais, juste t'habites où, toi? À Loretteville. Bon, là, les gens vont dire, ah oui, l'ancienne Lorette. C'est déjà, là, tout le monde est tout mêlé en partant. Tu sais? Tout le monde est tout mêlé. Alors, imagine dans le temps. Hein? On est où ici? Ben là, présentement, on est à la Ville de Québec. On est à la Ville de Québec dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. On est dans le district électoral de Loretteville-Deschâtel. On est à Loretteville. On a déjà été pas loin de Château-d'Eau. On est à côté de Wendake. Avant, ça s'appelait le village Juron. Mais avant 1913, on était au village de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Puis avant qu'il y ait le village, il y avait Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Tu sais, ça finit plus. Juste savoir on est où, c'est un peu compliqué. Fait que, tu sais, de cibler un nom de lieu, quand tu sais, mettons, que Loretteville date de 1913 jusqu'en 2002, ben, tu es capable de filtrer l'information. Alors qu'ici, on ne peut pas le faire par nom de lieu, ce qui complique un peu la situation de mon côté. Fait que si je veux chercher exhaustivement par nom de lieu, je ne suis pas capable de le faire dans cette base de données-là. Peut-être qu'un jour, Hugo va être en mesure de... Il dit oui, je savais. D'arranger ça. Hugo va être capable de m'arranger ça? Ouais. Il dit ça en regardant dehors. Puis, c'est ça. C'est pas difficile pour lui. C'est pas difficile. Alors, puis ben, tu sais, moi, je voulais un peu avoir un portrait général de la région, des entreprises, des organismes dans la région qui avaient, un peu comme au registre des entreprises, là, fait une action quelconque. Je ne suis pas capable de le faire précisément. Par contre, vous allez voir que je vais me faufiler à travers ces filtres-là pour trouver de l'information. Alors, difficulté à filtrer l'information. Contrairement à d'autres bases de données, il est difficile pour celle-ci de filtrer l'information par nom de lieu, ce qui pose un problème lorsqu'on souhaite chercher sur notre territoire, la Haute-Saint-Charles. On doit alors utiliser des stratégies pour réussir à identifier des documents qui touchent à notre territoire. Par exemple, si le mot Loretteville ou Saint-Ambroise est dans le nom de la compagnie, hein, ben là, ça nous aide. On peut trouver des documents en lien avec cette compagnie. Oui, parce que là, je ne te l'ai pas dit, mais paroisse aussi. On est paroisse, tu sais. On est paroisse Saint-Ambroise. Ça aussi, des fois, c'est utilisé comme nom de lieu, tu sais. On est où à Saint-Ambroise? Ben, c'est ça. Puis là, quand tu tapes Saint-Ambroise, ben, il y a Saint-Ambroise de Kildare au Québec. Puis, tu sais, il y a tout ça là, qui nous achale. Là, tu sais, c'est pas clair. C'est pas comme quand tu viens de Charlebourg. Charlebourg, Beauport, c'est clair. Ça a toujours été Charlebourg, ça a toujours été Beauport. OK? C'est clair. Nous autres, c'est pas clair. D'accord? Mais c'est ça l'histoire. Hein? C'est ça. Ouais. On peut aussi chercher par nom de personne, mais il faut connaître les noms de personnes qui participaient à la gestion d'une compagnie. Tu sais, comme par exemple, tu vas voir tantôt dans mes essais que je vais te montrer, ben, j'ai essayé Henri Ross. Tu sais. Henri Ross, on a parti l'année des Mercredis de l'Histoire avec une conférence sur Henri Ross. Fait qu'Henri Ross, tu le sais qu'il y a une compagnie, fait que tu le sais que tu vas trouver quelque chose sur lui. Tu sais. Mais si tu ne sais pas qu'Henri Ross avait une compagnie qui portait son nom, Henri Ross, ben là, c'est difficile de trouver l'information sur ce qu'on faisait comme production dans des compagnies, sur le territoire, à une époque donnée. D'accord? Alors, Henri Ross, justement, par exemple, lorsque j'utilise le nom Henri Ross, je tombe sur 5 documents. Hein, on me fournit 5 documents qui nous montrent un peu l'histoire de la compagnie entre deux dates, 1864 et 1921. Alors, 1921, Ross est mort, puis 1864, ben, c'est là qu'il a parti sa compagnie. Il a parti sa compagnie alors qu'il s'est installé dans le Laurent-Saint-Claude. Hein? On s'en souvient, tu étais là, hein, tu as suivi. Hein? Il va peut-être avoir une question là-dessus sur l'examen de fin d'année. Écoute, suis-moi, là. C'est ça, réécoute-moi en reprise si tu n'es pas certain.
Alors, en 1864, il y avait son magasin dans le secteur de Saint-Claude. Puis là, ben, il y a plusieurs documents de mise à jour, probablement des je sais pas, là, les actionnaires ou les propriétaires de la compagnie entre 1864 et 1921. Puis, ça nous démontre aussi que notre ami Henri Ross était présent ailleurs, notamment dans l'association athlétique de Loretteville. Qu'est-ce que c'est ça? Y a-t-il quelqu'un ici à soir qui a déjà entendu parler de l'association athlétique de Loretteville? Non? Savez-vous quoi? Moi non plus. Après presque 20 ans à bénévoler à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, jamais je n'avais entendu l'utilisation du nom de cet organisme-là. Alors, vous voyez le type de découverte surprenante que l'on peut faire en utilisant une base de données sur 106, où là, on nous démontre l'existence de quelque chose qu'on ne connaissait pas. On rouvre une nouvelle porte. Hein? Encore, ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est ça, on rouvre une nouvelle porte. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans l'association athlétique de Loretteville? De Loretteville, ben c'est ça. Là. Première affaire qu'on sait que c'est un organisme qui a existé juste à partir de 1913, parce qu'on utilise Loretteville juste à partir de 1913. Okay? Donc, ça, c'est un indice. Puis, qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? Je ne le sais pas. Peut-être. De l'athlétisme. On était athlétique, je ne sais pas. Des sports. Il y a eu des clubs de racketteurs. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais... Je ne sais pas. On le sait pas. Peut-être. Alors, vous voyez ici, quand on tape le nom Henri Ross dans la base de données, on trouve sur des fiches techniques comme ça, là, qui ont été faites par des humains aux Archives nationales. Donc, on mentionne nom Ross, prénom Henri, en 1864, entreprise M&H Ross. Donc, l'action, le document, c'est une déclaration de société en 1864. Puis, ben, il y a le document ici là, qu'on peut aller commander aux Archives nationales en utilisant cette cote-là. Bon, là, je vais vous expliquer un petit quelque chose, OK? Dès maintenant, je vais me libérer, d'accord? Il faut que je me libère de quelque chose. J'ai ciblé 6 documents en question à vous montrer ce soir. Je les ai commandés aux Archives nationales, d'accord? Ils étaient prêts le 27 avril, les documents en question. J'avais juste à téléphoner, donner mon numéro de carte de crédit, qui est le... Je ne donnerai pas. Et ils m'envoient les documents numérisés en PDF. Ils ont eu un trouble téléphonique. À chaque jour que j'appelais, je tombais sur la boîte vocale directe. Pensez-vous que j'allais donner mon numéro de carte de crédit sur la boîte vocale comme ça? Non, on ne fait pas ça. Alors là, les jours avançaient, je me disais, j'avais du temps. C'était correct. Jusqu'en panique, hier, je me suis dit, calvaire, il faut choisir de quoi. Alors, hier, j'ai fini par parler à Madame Bélanger des Archives nationales. Sa stagiaire avait préparé mes documents. Sa stagiaire n'était pas là. Je lui ai parlé à 7h30 au téléphone ce matin, quand elle a su que son téléphone ne fonctionnait pas. Et à 7h30 ce matin, elle m'a dit, je vais vous envoyer les documents. Je dis, parfait. Et elle m'a réécrit à 8h30, alors que j'arrivais à mon travail au cégep. J'ai vu son message. Je ne sais pas où ma stagiaire a déposé les documents. J'ai passé une mauvaise journée. Et elle m'a écrit, nous allons pouvoir vous envoyer les documents lundi prochain. Alors, on pourra vous en partager si vous voulez, mais j'en ai quand même un là, qu'on avait déjà précommandé, mais il n'y aura pas beaucoup de pièces d'archives. Alors, pour avoir le document, il faut le commander avec ça. D'habitude, c'est toujours très fiable, ça va toujours très bien. J'étais en avance en plus ce coup-ci, ce qui est rare. Et là, je les ai pas. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Va falloir se... Hein? C'est ça, se reprendre. Alors, ben c'est pas grave, j'ai du matériel pour toi en masse également ce soir. Bien. Alors, Henri Ross, 1864, déclaration de société. Deuxième, Henri Ross, 1899. Alors là, on parle de l'association athlétique de Lorette.
et pas de Loretteville. Donc, il faut croire que ça existait déjà depuis 1899, alors qu'Henri Ross participait visiblement à l'organisation de ce club. On l'indique ici à côté, le club Association athlétique de Lorette, 1899. Donc, on comprend un peu l'histoire de l'implication d'un personnage dans sa compagnie, mais aussi visiblement dans une organisation probablement bénévole là, de loisirs ou d'activités. Alors, j'ai utilisé d'autres filtres quand même. Je ne me suis pas... bonjour, mon oncle Guy. Alors, oublie pas que tu as une mission. Là. Tu nous tiens au courant au besoin. Ah, OK. Ah. 2-1 qu'on me dit. Ah, si, un informateur plus à jour. Alors, le filtre Loretteville. Lorsque j'utilise le filtre Loretteville, c'est 66 entrées qui apparaissent dans la base de données. Évidemment, le toponyme Loretteville n'apparaît seulement qu'à partir de 1913, donc tout ce qui a été fait avant n'est pas répertorié avec le filtre Loretteville, et j'ai trouvé quelques entrées surprenantes. Donc, 66 fois, il est mentionné Loretteville, soit dans un nom de compagnie, un nom d'organisme quelconque qui va exister sur le territoire, dans lequel il y a des documents. J'en avais commandé un dans ceux-là, je vais te dire lequel dans quelques instants. Et peut-être que tu vas pouvoir m'informer toi aussi en lien avec ce document-là. En tout cas, tu me le diras. Alors, parmi ça, c'est celui-là. Hein? Un dénommé Ouellette, pas de prénom, on ne sait pas c'est qui, en 1937. Et le nom de l'entreprise, le Club de l'Union nationale Duplessis de Loretteville, Inc. Ça, là, il était dans ma liste. Je l'ai commandé. J'ai hâte à lundi. Je veux savoir qui c'est qui était dans le club de l'Union nationale Duplessis de Loretteville en 1937. Pour te mettre en contexte, Duplessis prend le pouvoir en 1936, devient premier ministre du Québec. À la suite du passage des libéraux pendant 40 ans, de 1897 à 1936, il renverse un peu Louis-Alexandre Taschereau à la suite de l'enquête des comptes publics. Tu as déjà entendu parler de ça? T'as-tu suivi la série Duplessis? Oui, ça date de quelques années, mais quand même, hein, c'est ça. Eh bien, Duplessis prend le pouvoir comme ça. Puis Duplessis, il va être important ici à Loretteville. On lui doit quelque chose. Un peu plus tard, on a mérité quelque chose à Loretteville. Un hôpital? Ben oui. L'hôpital Chauveau, Saint-Ambroise. Duplessis serait intervenu dans l'octroi de l'hôpital Saint-Ambroise, sur la rue de l'hôpital. Puis aussi, on me glisse à l'oreille que Loretteville est déjà passé, que Duplessis est déjà passé à Loretteville, au presbytère. Signé le livre d'or du presbytère. Il a une belle signature ici, Maurice. Il faut croire qu'il y avait des gens qui l'appréciaient particulièrement ici à Loretteville depuis 1937. C'est là que je te pose ma question. Qui c'est ici qui est un sympathisant de Duplessis en 1937? Non, répondez pas, c'est correct. Vous étiez pas né, on va dire. À la prochaine. C.A. Bédard. En 1938, prénom C.A., Charles-Antoine, j'imagine. Dans son entreprise, le magasin Loretteville, 5, 10, 15, une pièce. Je vous le demande. Où c'est qu'il était? Oh. À côté du dentiste Brouillette. Oui, sûrement. Ça, c'est en 1938. Le Bédard qui avait le 5, 10, 15, une pièce. Oui, je m'en souviens. Vaguement. C'est ça. Huguette? Non, c'est bon?
Alors, donc, il y en a-tu qui connaissaient C.A. Bédard, ça, ou c'est trop vieux? Mais l'idée d'un 5-10-15, ça existait déjà en 1938, un genre de Dolorama de l'époque, on s'entend. Voilà. Donc, lui, il s'était enregistré aux Archives nationales. Ben, pas aux archives à l'époque, là, aujourd'hui, oui. Une pièce, c'est cher. Une pièce, ça commençait à être cher. Hein? Tu sais, comme dans le Dolorama, aujourd'hui, là, c'est plus juste une pièce. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Les tarifs, hein? C'est les tarifs. Alors, on a aussi ici Toussaint Bertrand. Toussaint Bertrand, en 1947, qui se part une entreprise qui s'appelle Loretteville Électrique Enregistrée. Alors, Toussaint Bertrand, là, ça, c'est la famille Bertrand. La famille Bertrand, je peux t'en parler un peu. Parce que quand mon père était facteur au 20e siècle, son patron s'appelait Monsieur Bertrand. D'accord? Denis l'a connu. Alors, Monsieur Bertrand était le superviseur des facteurs. Puis, ça, ces Bertrands-là, là, ils habitaient vraiment pas loin d'ici. Ils habitaient avant qu'on construise l'école ménagère. Donc, l'école ménagère, qui est la section perpendiculaire à la bâtisse où on est. Bien, sur ce terrain-là, c'est le terrain de la famille Bertrand. Sur des vieilles photos qu'on a, on voit une vieille maison face vers le sud qui avait probablement son adresse sur Valcartier. Ça, c'était la maison de la famille Bertrand, de ces Bertrands-là, de Loretteville. Donc, Toussaint Bertrand, Loretteville électrique, enregistré. Ça va? Francine. Il a été chef des pompiers, ce Toussaint Bertrand-là. Wow! Y a-tu été le chef à l'époque de ton père, Francine? Oui, le chef de pompier de ton père, Ernest. S'il mettait le feu, il pouvait l'éteindre. S'il mettait le feu en faisant l'électricité, il pouvait l'éteindre. Oui, au même endroit que le truc précédent. Là. Voilà. Prochaine. Maurice Boucher. Je le savais que ça allait se passer. Lui, en 1944, son entreprise s'appelle Loretteville Amateur, enregistrée. Amateur. Moi, je pense, là, que c'est probablement un club une équipe de hockey ou qui s'appelait le Loretteville, puis c'était dans la catégorie amateur de hockey ou de je sais pas quoi, quel autre sport peut-être, je sais pas. Évidemment, je ne l'ai pas commandé, lui, fait que je ne pourrais pas vous le dire lundi. C'est quoi qu'on disait dedans. Ensuite, Joseph Chartré. Ça, Chartré, ça vient nous chercher, hein? Ça stimule quelque chose chez nous, Chartré. Hein? François Chartré, là, tu t'en souviens, Pauline Morin? Là? C'est dans la même famille. Alors, Joseph Chartré, en 1923, lui, sa compagnie, c'est Magasin de meubles de Loretteville. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà allé s'acheter un bureau là? Non, ça ne dit rien à personne. Ça date un peu 1923. Ça date un peu. Prochain. Émile Linteau. 1936. Station taxi Loretteville. Alors, peut-être ici à côté. Oui, sur Valcartier. Les taxis Linteau. Alors voilà, vous voyez. Alors, on va chercher notre histoire locale comme ça avec des enregistrements auprès des autorités provinciales, là, visiblement. Prochaine. Armand Martel. Armand Martel, 1947. Les huiles de Loretteville enregistrées. Alors ça, là, on les connaît, là. Il était, au départ, ces Martels-là, ils étaient dans le stationnement en face du Piolet, hein? Non? Ça, c'était Pierre Martel. Ah, je me suis trompé. Des érables et blondeaux. D'accord. Alors, lui, il vendait des huiles. De l'huile. Chauffage à l'huile. Oui. De l'huile onctueuse, qu'on pourrait dire. Sans doute. Alors, les huiles Martel. Après ça, il y a eu les tuiles Martel, mais c'est d'autres choses. Non. Prochaine. Après ça, on a point d'interrogation Rochette.
On ne sait pas c'est qui. Hein? Puis, ben là, moi, je l'ai mis parce que là, c'était devenu, en 1936, un peu avant l'Union nationale de Duplessis de Loretteville, c'était juste l'Union nationale de Loretteville. Ça, c'est Rochette. Rochette, là, on a peut-être un... Y a-tu un descendant de Rochette ici dans la salle? Y a-tu quelqu'un qui a des Rochettes dans sa famille dans la salle? Denis, c'est qui? Ça pourrait? Il était-tu Duplessis? Qui sait? Ou Todor? Non, pas en 36. Si c'était parent avec Rochette, des tapis, Ah, je sais pas. quand tu montes Laurentien à droite, là, ils ont construit des condos il y a 7-8 ans. Il y avait un restaurant avant de la côte. Émilien Rochette? Ben, lui, il a été ministre. Ben oui. Peut-être, c'est vrai, hein? Qui sait? Peut-être. Oh, faudrait faire venir le document. Oui, le boulevard des étudiants s'appelait le boulevard Émilien Rochette, effectivement. Mon oncle Guy? Pour le moment, je ne le sais pas précisément. Je vais en pêche, c'est ça. On a demandé qu'est-ce qu'on trouvait dans le document, alors j'ai dit que je ne sais pas. C'est une surprise. Ça dépend du type de document, puis jusqu'à quel point on met des informations, puis tout ça. Pas grand-chose. L'Union nationale, Oui, est-ce qu'ils ont gagné les élections en 1936? ils ont gagné les élections en 1936. Ils les ont perdues en 1940 contre les libéraux d'Adélard Godbout, et ils les ont regagnés en 1944 jusqu'en 1959. Puis là, en 1959, le Duplessis il a subi le décès. Il a été remplacé par Paul Sauvé, qui a fait 100 jours, qui a subi le décès lui aussi. Il a été remplacé par Antonio Barrette, qui lui a perdu les élections. Oui, 59-60, c'est une mauvaise année. D'ailleurs, Antonio Barrette est le seul premier ministre de l'histoire du Québec à ne pas avoir un diplôme universitaire. Ça en dit long. Prochain. Maurice Turgeon, en 1936, l'entreprise, ça c'est intéressant, le syndicat national catholique des gantiers de Loretteville. Dans le même secteur, on a, la même année, un club de l'Union nationale, puis un club syndical des gantiers. Ça va pas bien ensemble, ce monde-là, là. Alors, c'est là que je serais curieux de savoir qui est dans l'un, puis qui est dans l'autre. OK? Puis voir s'il y en a des mêlés qui sont dans les deux, là. Ils ne sont pas supposés être dans les deux. Tu te souviens de l'amiante en 1949? Hein, la grève de l'amiante? Tu t'en souviens, mais en tout cas, tu en as entendu parler. Alors, c'est ça, le Duplessis était a priori quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup les syndicats. On va dire ça comme ça. Tout ce qui était à gauche était un peu cadenassé par lui, si tu comprends la blague. Parce qu'il a fait une loi qu'on appelle la loi du cadenas, c'est ça, en 1936. Oui? Combien ça coûte bien cher quand même, ça, ces documents-là? Ben, ça dépend du nombre de pages. Ah, ça, c'est une bonne question. A priori, ça te coûte 3,50 pour te partir. Puis après, c'est 50 cents la page. Alors, cette commande-là, j'en avais pour 25 pour 6 documents. Fait que, c'est ça. Ça donne une idée un peu. Puis tu le sais pas à l'avance, le nombre de pages. Comme quand j'avais fait venir le rapport du coroner à la suite de la mort de Louisa Horsington, décédée là, dans Saint-Claude à la longue queue. Je pense que j'en avais pour une trentaine de dollars, là, finalement. Là. Puis là, ben là, c'est ça. Tu payes et t'assumes. C'est la Société d'histoire qui paye, là, on s'entend. Puis on en garde une copie ici, puis on le rend disponible à tout le monde par la suite. Un coup qu'on les commande, on les garde, puis on les enregistre dans notre base de données qui sont consultables. Là. Monsieur? Peut se pointer au pavillon avec l'Université Laval. On peut faire la commande de ces documents. Ils vont le séparer. On peut
consulter sur place, on peut le consulter. Ouais. Et si on veut, on peut faire l'achat sur place. Exact. Oui, c'est ça. Moi, j'utilise le moyen paresseux, là, je vais dire ça comme ça, là. Plus simple dans une vie occupée, là, je vais dire ça comme ça. Là. Je travaille à temps plein, j'ai 3 enfants, je fais du bénévolat. Fait que je commande, moi, puis j'assume le paiement, puis après, mais on peut aller sur place aussi pour commander le document. Là. Je veux dire, c'est bien facile. Là. Ouais, ben non, c'est ça. Là. Oui, ben c'est public, là, dans le sens, c'est ça, là. Hein. Allez-y. C'est un peu nouveau parce que une fois, j'ai déjà payé $75 pour une grosse livre qui m'intéressait 2 ou 3 pages. Ah, ouais, c'est ça. Des fois, c'est un peu dangereux de se faire avoir un peu comme ça, là, d'être coincé, là. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. C'est ça. Un peu comme quand on va dans le registre foncier du Québec aussi, des fois, ça peut coûter quelques dollars. Donc, le syndicat national des gantiers, catholique, hein, un syndicat catholique, c'est bien important parce que l'Église chrétienne catholique était infiltrée dans le mouvement syndical, là, bien sûr, au départ. Là, hein. L'ancêtre de la CSN, là, c'est la CTCC, là, les travailleurs catholiques du Canada. Là. Donc, c'est ça. Là. Le mouvement a été infiltré par l'Église catholique. Bon, les gantiers, bien sûr, à Loretteville, super important. Parce que il était présent dans plusieurs ganteries, mais il était aussi présent comme fondateur de la coop IGA d'aujourd'hui, Convivio, la coop L'Abeille au départ, la coopérative des consommateurs de Lorette. Ben ça, c'est les gantiers. Ce sont les gantiers qui ont fondé un achat collectif qui est devenu la coop Convivio, dont vous êtes peut-être membre à titre individuel, mais aussi via des organismes. Alors, c'est les gantiers. Donc, l'aide collective, l'achat collectif, c'est eux. Prochain, Robert Boiteau, 1947, le salon de quilles Loretteville, salle de quilles Loretteville. Ben, au centre des loisirs, ça date de 1948. Donc, la construction du centre municipal, le centre Denis Giguère en face, là, ça, c'est 48. Fait que je ne suis pas sûr que la salle de quilles qui était là en 47, ça marche. En tout cas, il faudrait. Au coin Morissette et Valcartier, à cette époque-là? Peut-être. Dans le voyage de la rue Patin, Ouais. on m'a dit qu'il me semble que. Peut-être. Il faudrait faire venir le document. Il n'était pas dans ma liste, là. Et l'avoir à temps pour. Peut-être après que ça a été créé, puis après, peut-être que lors de la construction de l'édifice municipal, ils se sont installés là. Je ne sais pas. Ça appartenait à la paroisse. C'est encore difficile. Je ne sais pas. Aucune idée. Une autre piste éventuelle. Prochaine. Vézina, point d'interrogation. Ça va avec ce soir. Je l'ai mis exprès. Alors, M. Vézina, 1932, le club hockey Loretteville. Alors donc, c'était une entité là, qui existait, qui s'appelait Club Hockey Loretteville. Puis en 1932, on a été enregistré comme organisme là, auprès de l'État. Alors ça, c'était ma petite sélection à travers les 66 possibilités quand j'ai tapé le mot Loretteville. Prochain. Quand j'utilise cette fois-ci, évidemment, je ne veux pas me limiter à 1913. Je veux aller avant aussi, parce qu'une histoire plus ancienne m'intéresse. Fait que là, où c'est qu'on habite avant 1913? On n'habite plus à Loretteville, on habite à Saint-Ambroise, Village, ou bien Jeune-Lorette. Tu sais, Saint-Ambroise de Jeune-Lorette. Là, je m'essaye avec le filtre Jeune-Lorette. Quand je tape Jeune-Lorette, et ça, je ne peux pas rechercher par nom de lieu. Il faut qu'il y ait dans le nom de la compagnie l'expression Jeune-Lorette. Hein? Je ne les trouve pas toutes, a priori, celles qui existaient à la Jeune-Lorette, mais j'en trouve 19 lorsqu'il est mention Jeune-Lorette. Et ils sont à peu près toutes en lien avec l'organisme qui s'appelle l'Union Saint-Joseph de la Jeune-Lorette. Donc, c'est une espèce d'organisme qui sert à
supporter les familles qui ont en besoin, on va dire ça comme ça, dans le secteur. Puis, sur les 19, c'est à peu près tous des personnes, des noms de personnes là, qu'on voit apparaître dans l'Union Saint-Joseph. Alors, sauf une qui était différente lorsqu'on a le jeune Lorette, c'est en 1907, Georges Bertrand, probablement le père de Toussaint, dont on a parlé tout à l'heure, et son entreprise s'appelle la Gare de Montcalm de la Jeune Lorette, qui on appelait aussi visiblement, en parenthèse à côté, la Garde Champlain, alors qui était un club. Donc la Garde Montcalm, une espèce de club de surveillants municipaux, là, je ne sais pas comment le dire, là, qui se promenaient dans les rues de Loretteville, ils faisaient des espèces de milices locales, là, je ne sais pas comment le nommer exactement, là, un corps de police quelconque, là, qui existait, qui sécurisait probablement les lieux à Loretteville. Présent, oui. Oui, on a des photos. On a des photos de ça. Donc, la Garde Montcalm, là, on a des photos là, des années 20, peut-être. Là. Devant le collège, oui, c'est ça. Le collège en briques, là, en face de la pharmacie Martel. On a des photos de ça. Là. Ouais. Dans les années 30. C'est pas en 36, ça, je pense. Pas. C'est 36. Donc, 1907, oui. Aussi, parce qu'il y avait aussi, je pense, là, des instruments de musique sur la photo. Oui, c'est vrai qu'ils pouvaient faire ça, mais il y avait un habit là, qui semblait être semi-militaire ou quelque chose comme ça. Là. Il y avait comme l'air d'avoir un rôle de protection. Puis à travers ça, il y avait de la musique aussi qui était jouée parce qu'on les voit sur les photos avec des instruments de musique aussi, effectivement. Oui. Il y avait un local dans la rue de la Garde. La rue de la Garde. Puis la production à cause de la Garde Saint-Jean. Exact. Il y avait un local. Oui. Oui. Donc, la Garde Sainte-Jeanne d'Arc, là, oui, c'est un peu le même principe. Ça, c'était dans Château-d'Eau. Oui. Oui. Alors, effectivement, donc il y avait ça dans les municipalités, puis là, ben, on pourrait en savoir plus en faisant venir le document. Mais là, tu sais, c'est parce que là, il y en a 66, puis après ça, il y en a 19, puis là, tu sais, ça coûte 3,50 à chaque commande, plus 50 cents, là, c'est ça. On a une belle vie financière à la Société d'Histoire, mais là, c'est ça, hein, on se comprend. Et par rapport à l'Union Saint-Joseph de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, bien ici, on est en 1900. On a Prosper Martel qui est nommé comme membre ou comme participant à l'existence de l'Union Saint-Joseph de Saint-Ambroise. Oui? 3-1 qu'on me glisse à l'oreille ici. Bon, merci beaucoup. On est bon pour revenir de l'arrière, c'est toujours ça. Alors, Prosper Martel, moi je le connais un peu, je sais ce qu'il habitait. Il habitait la maison de M. Latulippe sur la rue Racine, la maison blanche, avec M. Latulippe assis sur sa chaise berçante, sa rue Racine, vous le connaissez, là, monsieur? Il a subi des décès il y a quelques années, là. En face de Wilfrid Caron, la grande maison blanche, là, qui a des moulures noires aujourd'hui. Ça, c'est la maison de Prosper Martel. C'est là qu'il habitait, Prosper Martel. Alors, je le connais un peu, là. Je ne l'ai jamais rencontré, là, mais je le connais. C'est ça, je sais qu'il habitait là. Donc voilà, l'Union Saint-Joseph. Donc on voit, là, il y a plusieurs noms qui apparaissent dans l'Union Saint-Joseph. Donc Prosper Martel en faisait partie. Prochain. En utilisant des noms connus, donc des noms de personnes, je peux aussi trouver des informations. Bon, j'ai fait le Henri Ross tantôt, mais j'ai essayé avec d'autres noms aussi. Par exemple, j'ai tapé le premier gantier que je connaissais de Loretteville. Hein, je le connaissais de nom, je savais que c'était le premier. Il a commencé son travail en 1898. Il s'appelait Pierre-Baptiste Savard. Et lui, il avait sa ganterie sur la rue Lessard, à peu près en arrière, pas très loin de chez Léopold Martel. Là. Tu connais-tu Léopold Martel? Léopold Savard, c'est ça que je veux dire, merci.
pas loin de là, en arrière, là, vis-à-vis sur l'essor, là, chez les gars debout, là, essentiellement. En tout cas. Oui, c'est ça. Donc, on sait c'est où. Oui, on sait c'est où. Alors, Pierre-Baptiste Savard va se partir une ganterie sur la rue Lessard, va faire venir un gantier parce qu'il ne connaissait pas ça, de Trois-Rivières. Il s'appelle Louis-Philippe Plot. Puis il va venir travailler comme gantier pour lui. Après quelques années, Plot dit « J'en ai assez, je me pars moi-même ma propre ganterie, je l'ouvre dans le stationnement du centre municipal. Puis après ça, je m'en vais sur la rue Giroux, ou en arrière de la rue Racine, là, par la rue Giroux, en face du stationnement de l'église. Alors, ce Pierre-Baptiste Savard-là, 1902, il déclare sa société qui s'appelle Savard et compagnie. Et c'est un personnage important dans Loretteville parce que dans la rue Lessard, bien, il y a longtemps, il y a des Savards qui étaient des descendants de Pierre-Baptiste. Puis il y a quelques années, on avait une madame qui venait ici à la Société d'Histoire chercher sur lui parce que son mari était son petit-fils à Pierre-Baptiste Savard. Puis, voilà, c'est le père des gantiers de Loretteville qui a connu l'horreur de gloire dans la première moitié du 20e siècle. Donc, par Pierre-Baptiste Savard, on est capable, en cherchant le nom, d'aller chercher d'autres informations autour de l'existence de cette compagnie-là. Prochaine, un de mes préférés, Joseph-Alexis Verrette. Bon, là, ça, là, je t'ai-tu déjà parlé du lot 673 du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette? C'est lui! Tu sais, quand tu prends la paroisse, là, il est séparé en cadastre, ta maison, elle a un numéro de lot, là, en millions, là, 5 millions, aujourd'hui, tu as un numéro de millions, là, c'est parce qu'on est plus riche aujourd'hui, là. Mais à l'époque, quand on a construit ça, les cadastres, on avait un numéro à 3 chiffres, là, tu sais, généralement. Là. Ça partait de 1 à 1521. Je l'ai eu. Alors, de 1 à 1521, le territoire à peu près de la Haute-Saint-Charles était séparé en 1521 petits numéros de lot. Puis il y en a des bizarres des numéros de lot quand on regarde la carte du cadastre. Puis un de ces bizarres-là, c'est le numéro 673, qui est un immense lot entre, suis-moi là, embarque avec moi, entre l'arrière des maisons qui se trouvent à l'est du boulevard Valcartier, au bord de la rue, l'arrière des maisons qui se trouvent au nord de la rue Racine, jusqu'au pont. D'accord? C'est un immense terrain. La rue Morissette, la rue Saint-Amand, le Colisée de Loretteville, tout ça fait partie du lot 673. Nommé déjà en partie le secteur de la rue Saint-Amand, le Petit Bois. Ce lot va être divisé, subdivisé en de multiples numéros, numéros, lettres, A, 1, partie, 1, etc., etc. Mais à la base, ce lot appartenait à Joseph-Alexis Verrette et à sa femme Élisabeth Bacon. Ils étaient des entrepreneurs et en 1876, ils s'appelaient J.A. Verrette et J. Bouchard. Bon, là, j'avoue que le J. Bouchard, si ça me questionne, je ne le connais pas. Il est dans ma commande. Alors, mais le J. Alexis Verrette, je le connais. Il est connu dans l'histoire, lui, Joseph-Alexis Verrette, parce qu'il s'est parti une compagnie d'aqueduc. Il s'est parti un tuyau d'eau un peu au nord de Cano-Légaré, dans l'étang. C'est où, l'étang? Dans la savane. Fait qu'il a descendu le tuyau par gravité dans le village, ici, dans Loretteville, sans jamais traverser la rivière Saint-Charles, pour alimenter avec un aqueduc Loretteville. Tu avais un robinet, ça te coûtait tant. Tu te mettais un deuxième robinet, tu payais le double. Hein? Il y avait des tarifs comme ça. Lui, c'était un homme d'affaires. Sais-tu où il habitait, Joseph-Alexis Verrette? Je l'ai découvert quand j'ai travaillé sur Ross à l'automne. Joseph-Alexis Verrette habitait entre la maison blanche dans laquelle vivent les pères du Mont-Saint-Sacrement et la maison de la famille Ross, blanche avec une arche dans le milieu. Entre ces deux maisons-là, il y a une petite maison bleue un petit peu plus reculée du chemin. C'est là!
Je me suis longtemps demandé c'était qui habitait là, puis qu'est-ce qui se passait dans cette maison-là. J'ai toujours trouvé ça curieux. Puis en septembre dernier, en octobre dernier, plus ou moins, je l'ai découvert. Tu sais, comme quoi, c'est jamais fini, même après 20 ans, on peut trouver encore. Puis j'avais même trouvé à l'époque une pub dans les journaux. Ils vendaient des souvenirs autochtones. Tu sais, le bourgeois de Québec, il vient visiter l'Autochtone. Puis en venant le visiter, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la boutique souvenir. Puis lui, c'était parti de la boutique souvenir. C'est là, il habitait là, à côté, pas très loin. À côté de chez Ross, en plus, qui produisait, lui aussi, hein? Ce Joseph-Alexis Verrette, il a eu une famille. Et un de ses petits-fils, tu l'as connu? Pitt Verrette, le dentiste. Ben oui, c'est eux autres. Pitt Verrette, le dentiste, celui qui s'était auto-fait une prescription pour pouvoir avoir le droit d'aller à la taverne Loretteville, au Piolet, afin de pouvoir mieux arracher les dents. Fallait qu'il se prenne un médicament avant d'aller arracher des dents. C'est le même. Il se crochissait avant d'aller arracher des dents. C'était écrit sur sa prescription. Il avait le droit. Parce qu'il s'était fait mettre dehors, apparemment, de la taverne de Loretteville. Puis lui, il s'était dit qu'il avait le droit d'y aller. Il y avait une prescription. Ça, c'est le petit-fils de Joseph-Alexis Verrette. Pitt. Son père, à lui, s'appelait Sébastien, si je me souviens bien. Il était médecin. Puis il habitait dans les maisons là, qui se trouvaient finalement un peu au nord de l'ancien Irving. Là. Les maisons qui suivent le Irving, là, en face du belvédère de la Chine. Vous comprenez bien. On me dit ici, ça va que c'est maintenant 4 ans pour Buffalo. C'est ça. Non, j'en parle plus. Je parle plus. Bon, de l'or, ils ont allumé le lampion! Alors, Joseph-Alexis Verrette, un personnage super important dans le secteur. Le lot 673 est super important aussi. C'est sur ce lot-là qu'on va retrouver donc le passage du tuyau d'eau, la construction de la chapelle anglicane, la chapelle Saint-Paul, qui se trouve à côté de l'aréna de Loretteville, construite en 1919. L'école anglicane à l'arrière, c'est sur le lot 673 qui appartenait à la famille Verrette et qui était voisins, eux autres, a priori, des Ross qui habitaient du côté plus près de la rivière. Personnage super important, fin 19e, début 20e. James Reed. Alors, James Reed, là, c'est un personnage super important. Là, on est un petit peu plus antérieurement, on est en 1868. Donc, James Reed, je l'ai tapé parce que je connaissais son nom, je savais sur quoi un peu j'allais tomber. Il était propriétaire du moulin à papier près de la chute. Donc, près de la chute, il y a eu plusieurs industries. Alors, d'abord, le moulin à eau faisant farine, construit à l'été 1732, faisant 25 par 40 pieds français, avec un moulin à scie annexé avant 1749, dont on peut encore voir les ruines lorsqu'on va se promener en descendant le premier escalier près de la chute. Et par la suite, on va ériger plus près du chemin un moulin à papier. Et ultimement, c'est la famille Reed qui va être propriétaire du moulin à papier, James et William Reed. Puis, il y en avait plein, là, je n'ai pas noté le nombre d'informations qu'on avait, là, de fiches qu'on avait sur les Reed. Là, il y en avait vraiment plusieurs. Puis, ben, eux, ils vont être les propriétaires de cette compagnie-là. Une compagnie super importante, là, qui va fabriquer, entre autres, du papier de construction. Aussi, ils vont déchiqueter des vieilles guenilles, acheter des vieilles guenilles pour faire de la fibre, puis fabriquer du papier. Là, sûrement pas du papier pour écrire des lettres. Là, non, mais plus du papier rough, là, un peu, là, j'oserais dire. Puis, ça fonctionne avec l'eau de la rivière, de la chute, comme le moulin à eau faisant farine. Et son industrie, ainsi que le moulin à papier, tout ça va brûler le 1er août 1900 lors d'un incendie. Donc, tout ça va être rasé par le feu.
Puis, par la suite, ils vont un peu faire faillite, là, la famille Reed. Puis, j'ai trouvé, en fait, là, je les ai pas mis, j'aurais pu, des coupures de journaux. Je n'ai pas trouvé des coupures de journaux, mais j'ai trouvé des nouvelles dans les journaux numérisés, on va dire ça comme ça, dans lesquelles on parle de la famille Reed qui va vivre là, jusque dans les années 20 à Québec, dans Limoilou. Et cette famille-là, là, vous allez dire, le gars, il est capoté, là, peut-être un peu, là, pense-le, c'est correct. Moi, là, je suis dans le... Moi, je me suis abonné à Ancestry, là, puis moi, je cherche des affaires. Là. Ma blonde a dit, tu fais des morts. J'assume. Alors, je fais des morts. On apprend beaucoup en faisant des morts. Puis, je l'ai cherché, James Reed, puis j'ai trouvé des descendants de James Reed qui avaient fait un arbre généalogique sur cette famille-là. Alors, évidemment, il n'y a rien à mon épreuve, tu comprends bien. Je leur ai écrit à ces gens-là parce qu'il y a une messagerie dans Ancestry, fait que tu peux leur écrire. J'ai écrit à ces gens-là, bonjour, vous êtes l'arrière-petite-fille, je ne sais plus trop, de James Reed. Avez-vous des photos, puis tout ça, vous saviez qu'il possédait des industries près de la chute, tout ça brûlé en 1900, puis ils m'ont pas répondu. Des fois, ça fait ça. Moi, là, je fais ça. Tu sais, puis une de mes inspirations particulières avec laquelle je fais ça, c'est des avis de décès dans le journal. Tu sais, des avis de décès dans le journal, laisse dans le deuil, les noms du monde. Moi, je les enquête. Les laisse dans le deuil, je les enquête. Fait que là, je vais voir des Facebook. Là, quand il y a plusieurs noms d'amis Facebook qui sont présents dans l'avis de décès, je les cherche, je leur écris. Des fois, il y en a qui me répondent. Des fois, jamais. Des fois, 5 ans plus tard, j'ai une réponse. Vous m'avez écrit, celle-là, tu sais, hey! Fait que, tu sais, j'ai plein de dossiers ouverts comme ça, de pistes comme ça, puis des fois, ils me répondent, j'ai oublié un peu, là. C'est ça. C'est le même, c'est le même. Hein, comme mon père m'avait dit qu'il y avait un oncle qui était parti vivre à Sainte-Rose-du-Lac, au Manitoba, dans les années 10, mais qu'on n'avait pas de contact avec eux, tu sais. Alors, j'ai cherché tous les Luciers du Manitoba à Sainte-Rose-du-Lac, je leur ai tous écrit. Puis après quelques temps, il y en a une qui m'a répondu, elle dit, oui, effectivement, Louis-Aimé Lucier était mon arrière-grand-père. Paf! C'est là que ça a parti. J'ai quand même un exemple de document que je vais te montrer. C'est en lien avec le club athlétique de Loretteville. Alors, on a ici le dit document qui date du 1er mai 1899, qui a été rédigé à la municipalité de Saint-Ambroise. Donc, en 1899, la seule municipalité qui existait sur le territoire où on est, c'est Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, municipalité, là, qui a été créée en 1855 et qui va avoir son premier détachement en 1904. Village va détacher, il va donner une municipalité autonome. Village, c'est ici, là, c'est le cœur, c'est Loretteville. Le beigne va rester puis va se séparer progressivement. Là. Alors, on dit dans ce document-là, qui est une déclaration de société, l'Association athlétique de Lorette, on dit présent, Prosper Martel, maire, il était le maire de la paroisse, de toute, là, de la grosse municipalité, jusqu'à Saint-Émile, jusqu'à Val-Bélair, toute Neuchâtel, tu sais, c'est une grosse municipalité-là. Prosper Martel, maire, et les conseillers Pierre Girard, Jérémy Pélisson, Jean Petitclerc, Johnny Boutette et Jean Allard. Ça, quand tu t'appelles Johnny à cette époque-là, c'est parce que tu cherches un peu un style, tu sais, pour avoir la... Le conseil prend un comité en considération, la demande de l'Association athlétique de Lorette d'approuver son incorporation, de l'autoriser après lecture des règlements de la dite association, on les a pas les règlements, les applications de messieurs Henry O'Sullivan, tu le connais? Dans le cimetière, il est là, hein, dans son... Ouais, c'est lui. Henry O'Sullivan, arpenteur. Ben oui, c'est un arpenteur. On trouve plein de références à des arpentages qu'il a fait, Henry O'Sullivan, bien sûr. Puis, collège, c'est dans la famille.
Hein? Collège O'Sullivan. Ouais. It works. Tu me suis, hein? Henry O'Sullivan et Henry Ross. Tu vois? Notre Ross, il revient ici, là. Encore impliqué là-dedans, lui, le verra. Et il propose, par Pierre Girard, conseiller, secondé par Johnny Boutek, conseiller, et résolu que ce conseil consent à ce que la dite association soit incorporée, qu'il lui donne par le président d'autorisation demandée pour Pierre Girard, Johnny Boutet, Jean Petitclerc, contre. Là, Jean alors était contre. Contre. La résolution est adoptée. Prosper Martel, maire, Cyril Renaud, secrétaire trésorier. D'accord? Lui, Jean alors, il était contre. Il ne voulait pas de ça dans je veux dire, qu'est-ce que tu veux, je te le dis, c'est le même. On apprend des affaires. Puis il y avait un bas de feuille aussi, je vais te le montrer. Alors, à Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, le 10 mars 1899, il y a 127 ans, à messieurs le maire et conseiller, conseil municipal de Saint-Ambroise, messieurs, les sous-signés membres, oh là on a une liste de membres, ça on aime ça. Les membres de l'Association athlétique de Lorette sollicitent respectueusement par les présentes l'autorisation nécessaire en vertu de l'article 55 des statuts réformés de la province de Québec, leur permettant d'incorporer leur association sous le nom ci-dessus et en conformité au statut aussi ci-dessus mentionné. Alors, ils sont, bon là, le premier, je le connais, il s'appelle Théofred Hamel. Théofred Hamel, là, tu ne connais pas, là, mais quand je vais te dire où c'est qu'il habitait, tu sais exactement c'est où. Il habitait le domaine Val-Vue. Ah! Tu sais, dans le bas de la rue Val-Vue, la grande maison blanche qui a brûlé il y a quelques années, là, pas loin de chez vous, ben, là. Ben, Théofred Hamel, il venait profiter de l'été en banlieue. Hein? Il venait villégiater, on dit tout ça? Il venait, oui, c'est ça. Théofred Hamel. Théofred Hamel, là, lui, c'était le neveu de Théophile Hamel. Tu connais Théophile Hamel? Le peintre. Théophile Hamel. Si tu te promènes dans le Parlement un jour dans ta vie, ça va peut-être t'arriver, je ne sais pas, il y a la galerie des présidents. Chaque président de l'Assemblée nationale se fait portraiter, se fait dessiner, peindre un portrait. Théophile Hamel en a fait plusieurs. Donc, c'est un peintre super important de la fin du 19e. C'était son neveu. En plus, les frères de Théophile, Joseph, Ferdinand Hamel et Abraham Hamel, vont posséder le lot 673. Non. Tout est dans tout. Alors, vont posséder une partie du lot 673 avant que Verrette le possède, ainsi que le moulin à eau faisant farine. Donc, le moulin près de la chute. Alors, ils connaissaient le secteur, les Hamel. Hein? Aujourd'hui, il y a une rue qui porte leur nom dans le Vieux-Québec, la rue Hamel. Si tu veux aller au Temporel, c'est où le Temporel en ville? Perpendiculaire en face, rue Hamel, on connaît le coin. Alors, Théofred Hamel, je ne connais pas tout de moi. Alexandre Châteauvert, Henry O'Sullivan, on l'a dit tantôt, J.G. Bruno, je ne connais pas, Giroux, je ne suis pas capable de le lire. Gregory, c'est ça son nom. Junior, c'est ça, je ne sais pas. Oscar Gagnon, W.E. Chalonner, M. Bonneville, John Stafford, Paul Hébert. Tu sais, il était, avant d'être comédien, lui. Raoul Renaud, Arthur Rémillard, Arthur Gagnon. L'école? Ben oui, pourquoi pas? Ainsi que Henry Ross. Alors, tantôt, on nous demandait quels sont les types d'informations qu'on retrouve dans ces documents-là. Ben, voici un exemple donc d'informations qu'on retrouve. Ici, on a une liste de membres. Bon, ça ne nous dit pas parfaitement qu'est-ce qu'on faisait
comme activité, mais déjà, on a une liste de membres qui nous permet de savoir un peu qui était dans cette association-là. Est-ce que les autres documents vont nous en révéler plus? Il faut revenir l'année prochaine pour le savoir, bien sûr. Alors, produite au bureau du protonotaire à Québec ce 19e jour de juin 1899 et enregistré ci-haut suivant la loi. D'accord? Donc, c'est la liste des gens qui sont présents dans cet organisme-là. Eh bien, pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure, Société d'histoire, je suis arrivé au bout de mon affaire. Et je te dis merci pour cette belle saison de Mercredi d'histoire. Écoute, je te révèle quelque chose. Les Mercredis d'histoire, c'est mon idée. J'ai créé ça en 2009 parce que ça me tapait ses nerfs d'essayer de faire des réunions du conseil d'administration puis que tout le monde se mettait à parler de leur grand-père, de la maison, d'un tel. Ça décrochait tout le temps. Je n'étais pas capable. On n'était pas capable de... Ça n'a pas changé. Mais je me suis dit, il faut canaliser cette énergie-là. Hein? Là, j'ai dit, on va faire des genres de conférences, mais moins formelles qu'une conférence. Il y a quelqu'un en avant qui nous aura. Ça, je fais ça à longueur de semaine au cégep. Puis, on va vous faire jaser le monde. Tu sais? Aller chercher l'énergie on décroche du propos principal. Puis, ben, c'est là que j'ai décidé d'inventer ça. Puis, j'ai dit, on ne fera pas ça le lundi. Le lundi, là, ça part la semaine, c'est mal. Le vendredi non plus, le monde n'est pas disposé. Le jeudi, ça la paye, on fait l'épicerie. Il y aurait le mardi ou le mercredi. J'ai dit, le mercredi, c'est un bonsoir. Fait que là, on a appelé ça les mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles. On a fondé ça en 2009. Ça fait 17 ans maintenant. Puis ça fait à peu près 120 fois qu'on fait des présentations comme celle-là sur des thèmes qu'on réussit toujours à trouver différents ou à peu près à travers toutes ces années-là. Puis je me souviens de la toute première réunion de Mercredi de l'histoire. On l'a faite dans le local de la Société d'histoire. Puis j'ai montré des photos sur l'écran d'ordinateur. On était les membres du conseil d'administration plus Camille Daigle. Vous l'avez-vous connu, là? Tu connais Camille Daigle? Ah oui, c'est ça. C'est lui qui était venu. Hein? C'est ça. On était 8. Hein? C'est la première fois. Ben aujourd'hui, on est quoi? 42 à peu près à soir. On va se faire regarder, on me dit des milliers de fois en reprise sur YouTube. Mais certainement des centaines. Là. On a des présentations qui ont été vues des centaines de fois sur YouTube. Puis je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. C'est un peu grâce à vous autres. Mais je n'ai pas résolu mon problème initial parce que, comme le disait Lucie, batèche, on décroche tout le temps au conseil d'administration. Puis, voilà. Écoutez, je ne sais pas encore ça va être quoi les thèmes de la saison 2026-2027. Je vais faire un aveu. Ça fait à peu près 120 fois différentes que je fais. Puis à chaque année, je me dis, merde, il faut que je trouve 7 nouveaux thèmes. Puis là, je me dis, comment je vais faire pour trouver 7 nouveaux thèmes? Puis à chaque année, j'en trouve 7 nouveaux. De toute façon, là, comme tu as vu, j'ai 106 bases de données à exploiter. J'ai réussi toujours à en trouver, il ne faut pas s'inquiéter. À la gang, on réussit à décrocher et à en trouver 7 thèmes. Puis, pour moi, c'est ça qui me tient avec le feu. C'est ça qui me permet de porter le flambeau. Porter le flambeau, tu comprends-tu la blague? Nos bras meurtris portent le flambeau. C'est ça qui me permet de continuer à porter le flambeau puis à garder notre organisme dynamique puis vivant là, le plus possible grâce à vous toutes et tous et à vos interventions puis au fait que vous m'encouragez en riant des blagues. Alors, merci à toutes et à tous, bien sûr. Puis, je tiens pour cette année en particulier à donner un merci sincère à Bernard qui m'a donné un bon coup de main dans la recherche d'informations pour monter les mercredis de l'histoire. Merci Bernard d'avoir... Ouais. Bernard vient chez nous le vendredi après-midi avec sa clé USB, il me copie ses documents sur mon ordinateur, puis je me pars avec ça, puis ça me sauve du temps, puis je suis bien content. Merci beaucoup Bernard. Francine, tu voulais que j'ajoute? Simplement que nous allons recommencer
On va vous informer, bien sûr, autrement, mais on va repartir ça le 23 septembre. Puis les mercredis de l'histoire, là, à partir du premier mercredi d'octobre, là, comme d'habitude. Puis on a aussi la semaine du patrimoine. Pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine. On sera présent, là, c'est la Ville de Québec qui organise ça, la semaine du patrimoine. C'est dans plein de lieux dans la Ville de Québec. Il y a plein d'activités, des visites guidées, des présentations diverses, là, des conférences là, à gauche, à droite. Puis nous, on sera présent à la maison Ephraim, à Charlesbourg, à la bibliothèque, à la maison... on n'est plus sûr. On sera présent. En tout cas, 23 mai, on va être présent à la Société du Soir. On vous informera par un infomembre, bien sûr. Puis on me glisse aussi à l'oreille qu'apparemment, apparemment, votre humble présentateur va parler à la radio vendredi de la semaine prochaine, le 15. C'est ça, vendredi le 15, là, au FM 93, sur la semaine du patrimoine de la Ville de Québec, d'une demande spéciale là, du FM 93 pour que j'ai fait une présentation sur cette organisation-là, à 15h40, toujours les vendredis après-midi au FM 93. Je parlerai assurément de vous. Et si vous me mettez au défi de dire un mot, je vais le dire. Je pourrais nommer Nicolas Ledoux-du-Latreille. Si vous m'écoutez, je vous promets que je vais nommer Nicolas Ledoux-du-Latreille. C'est un défi, je vais y répondre. Écoutez, merci beaucoup. Si vous avez le goût de nous aider à plier les chaises, ça serait vraiment gentil, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous et à tous. C'est une bonne idée. Oui. Non, c'est... Oui. Mais j'avais dit au cégep, notre slogan au cégep, c'est « Vie-le », là.